Mathilde Langevin, allô? Je suis tellement malaisée, mais je suis contente. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Tout d'abord, merci Bonjour Québec de commanditer cet épisode et de rendre cette saison et la prochaine saison possible. C'est vraiment, vraiment fun. C'est fun d'être ambassadeur Bonjour Québec et de continuer de parler du Québec dans le podcast. Éventuellement, pas au début. Mathilde, tu es une pieuvre. Tu es une pieuvre dans le sens où tu as tellement fait de choses, malgré ton âge. Photographe, directrice artistique, DJ, prof de yoga, marketing dans une agence de marketing, prof au secondaire en partie. C'est une bonne bio. C'est une bonne bio. Tu es aussi diplômée en psychologie. Oui. Chose que peu de gens savent. Mm-hmm. Même notre gang d'amis ne le savait pas jusqu'à récemment. C'est vrai. Tu as également un studio qui s'appelle l'Espace Cléo. Puis, en plus de tout ça, tu es ma partenaire de vie. Tu es la mère de notre futur enfant. Surprise! Surprise. Qui va sortir de toi en septembre. Je suis vraiment fasciné par ton talent puis par ton ascension parce que contrairement à moi qui fais de la photo depuis vraiment, vraiment longtemps, toi, tu as commencé pendant la pandémie puis tu as tellement appris vite puis tu continues à apprendre tellement vite puis à évoluer tellement vite que c'est effrayant tellement ton ascension est justement fulgurante et rapide. Puis tu m'inspires beaucoup par la manière que par ta direction artistique, par la manière que tu vois les choses, la manière que tu vois les textures. Par exemple, faire des photos de vignobles, ça m'a beaucoup inspiré. Puis aussi, l'affaire, c'est que tu as une intelligence... tu es extrêmement intelligente, mais une intelligence en douceur, c'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui va partager son intelligence au day-to-day. Tu ne vas pas sortir des facts à propos de choses. Mais tu lis tellement. J'ai jamais vu quelqu'un qui lit autant rapide. C'est venant d'un gars qui a lu un livre par semaine pendant 4 ans. Ça n'a aucun sens comment tu lis rapide. Puis toute cette information justement que tu accumules, considérant que tu lis principalement de la non-fiction, c'est vraiment hallucinant. Puis peu de gens le savent. Donc, c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui pour te mettre de l'avant. Mon Dieu, quelle belle description! Est-ce qu'il faut que je te retourne le même compliment? Wow, mon Today Dieu. is your day. Wow. Puis, le pourcentage de minutes dans la journée que tu souris est extrêmement élevé. Depuis que je te connais, j'ai excessivement plus de rides. C'est même pas une joke. J'ai littéralement des rides au front depuis que je te connais. Mais c'est correct. Mais c'est vraiment inspirant, justement, que tu es capable de sourire tout le temps. Comme je fais quelque chose qui est même pas drôle, puis tu vas rire. Mais t'es drôle. Non, je sais que j'ai une base de drôle, mais à part ça. Aussi, les gens ne le savent pas, mais tu es la directrice artistique de ma vie, c'est-à-dire que de un, oui, tu décores l'intérieur de notre maison, mais tu es derrière quasiment toutes mes publications Instagram, c'est-à-dire que derrière chacune de mes publications Instagram, depuis qu'on se connaît ou presque, tu me donnes, je te demande ton opinion sur quoi publier, quoi pas publier, quelle photo mettre en premier d'un carrousel. Je n'écoute pas tout le temps, mais j'apprécie tout le temps ton opinion. C'est vrai. Puis ton opinion vaut beaucoup pour moi. Je t'ai invité aujourd'hui pour parler de photos puis parler de féminisme parce que tu m'as amené des pistes de réflexion dans la vie depuis qu'on se connaît, 2 ans et demi, qui m'habitent encore aujourd'hui, qui influencent grandement qui je suis et comment je mène la vie. Wow. Fait que c'est ça, je t'invite pour parler de photos puis de féminisme. J'ai tellement hâte de voir dans quelle direction ça va s'en aller. Là. Fait que commençons par la photo. Commençons par la photo. Parce que je vais avec la photo. Oui. C'est fou qu'on ait c'est fou qu'on ait un couple de 2 photographes parce que je l'oublie tout le temps. Comme j'oublie qu'on est les 2 photographes. Tu sais, évidemment, je vois tes projets, tu vois mes projets, puis on s'échange, puis on s'inspire mutuellement, puis on essaie de se pousser l'un envers l'autre. Mais c'est quand même fou qu'on ait 2 photographes. Je connais pas tant, à part Cam puis Guillaume Saint-Amand. Shout out. Ouais, shout out. Je sais comme qui d'autre, tu sais, 2 photographes qui sortent ensemble. Ouais. Ou je pense que c'est plus commun de voir 2 créatifs ou un photographe, une créatrice de contenu ou autre. Mais c'est vrai que je pourrais pas dire que je connais 2 photographes. Mais nos réalités sont tellement différentes aussi que c'est 2 genres de photographie tellement différents. Ouais. Puis on pourrait penser, tu sais, souvent on dit qu'il faut que tu sois en couple avec quelqu'un qui, justement, est l'opposé de toi. Il y a comme cette
manière de voir les couples, les relations. Ouais, les psychologues argumenteraient le contraire, mais OK, ben voilà. Puis, mais on dirait que être deux frères, ça marche tellement bien. ouais. C'est Ils tellement disent fluide. que opposites attract, mais c'est pas nécessairement vrai. C'est ça qu'ils disent? Oui. C'est ça que tu as vu dans ton bac en psycho? C'est ça que j'ai appris à l'université. That's it. Au moins, tu peux l'appliquer. Que nos relations vont être plus profondes quand on a plus de points en commun. Puis que si opposites attract, c'est plus remplir un manque que t'as pas. Donc, c'est plus un red flag qu'un... Mais j'imagine que même si deux personnes dans une relation se ressemblent, ils doivent quand même avoir des choses différentes pour pas tout faire en même temps. Of course, absolument. Similaires, mais avec des différences. Absolument. C'est pour ça que je pense que notre vie de couple photo se fait si bien. Ouais. C'est fou parce que on dirait que c'est rendu tellement dans le quotidien et dans la routine. Le fait qu'on utilise les deux des caméras Fuji, le fait qu'on se partage des lentilles, qu'on se partage des trucs, de l'équipement, qu'on s'inspire ensemble, qu'on fait tellement de choses reliées à la photo, qu'on va dans des musées pour s'inspirer, mais de manière tellement différente. Ouais. La dernière expo Georgia, puis O'Keeffe au Musée des Beaux-Arts, justement. Toi, tu prends en photo certaines toiles, moi, je prends en photo certaines toiles. Ouais. C'est vraiment fun à ce niveau-là. Puis justement, un exemple concret, c'est l'éclipse solaire qui est arrivé. Ouais. Que les deux, on va shoot l'éclipse. Puis on a deux résultats tellement différents. Tellement différents. Deux approches tellement différentes. Moi, je me suis préparé un mois à cause que c'était un mandat avec le REM. Tandis que toi, tu fais juste emprunter ma lentille. Tu vas sur le top d'un bâtiment puis tu fais une photo que les deux, on est content de nos photos. Puis les deux... Ouais. Ouais. Fait que c'était enfin de voir ça. Puis en fait, nos différences en photo, ça m'a surtout fait réaliser que toi, t'es introverti. Donc, t'as décidé de photographier pas des humains. Mm-hmm. Moi, je suis extraverti. Idéalement. Idéalement. Je suis extraverti, je photographie principalement des humains. Mm-hmm. C'est fou, justement, que malgré la même job, j'en parlais justement un peu avec Jean-Simon Bégin dans la dernière saison, que, lui, d'être photographe animalier, même s'il est considéré photographe et je suis photographe, on dirait tellement ces deux réalités complètement différentes par le genre photographique. Tellement. Puis justement, on est les deux photographes, mais nos carrières ne pourraient pas être plus opposées. Mm-hmm. C'est la manière que tu as fait, que tu as monté en succès en photographie et via Unsplash est complètement différent de moi, qui était dans le Shutterstock. Mm-hmm. Back in the days. Back in the days, que là, ça marche plus. Fait que je trouve quelque chose que, mettons, comment tu appelles ça, des orienteurs de carrière? Ouais, genre à l'Uni puis au cégep. Là. Ouais, je trouve qu'ils mettent passer l'emphase sur, tu sais, on parle souvent des jobs puis on va checker les salaires. Je sais pas pour toi, mais je trouve on j'avais un petit livre là, avec... Ben, c'est comme job habileté. Ouais. Combien tu vas faire? Quelles sont tes chances de... Mais on demande passer aux jeunes. OK, t'es-tu introverti, t'es-tu extraverti pour justement avoir une job qui reflète leur trait de personnalité puis dans quoi ils se sentent à l'aise et à leur plein potentiel. Je pense que c'est une des choses que j'ai le plus aimé à l'Uni. Je me rappelle plus c'était dans quel cours, mais on a fait un profil Myers-Briggs, si je me trompe pas. Puis c'est 4 traits de caractère sur un spectre qui te donne ta personnalité. Fait que c'est là que j'ai appris j'étais quoi. Fait que je me rappelle plus des 4. En fait, je me rappelle des 4, je me rappelle plus qu'est-ce que les 4 veulent dire, mais je suis une introvertie qui est plus dans les émotions. Donc, more into feeling que la rationalité. Puis ça, en fait, je pense que c'était un counselor pour des carrières qui m'avait fait faire ces tests-là pour m'aider à trouver un emploi qui suivrait la ligne de ma personnalité. Mais c'était juste à l'Uni que j'ai fait ça, puis c'était juste parce que j'étais en psychologie. Est-ce que ça l'a influencé justement les jobs que tu as fait après? Est-ce que tu as gardé ça en tête pour choisir qu'est-ce que tu voulais faire après? Considérant que tu as fait des jobs, on s'entend qu'être DJ, tu as vraiment beaucoup d'attention, pas nécessairement besoin de parler. Ouais. Besoin de couper des personnes qui viennent te parler, justement. Prof de yoga, c'est quand même beaucoup extraverti. Fait que est-ce que tu as pris en considération ces informations-là dans tes différentes avenues? Je pense pas consciemment, mais je pense que, mettons, je commençais une carrière, puis après, je pouvais voir, OK, ça, c'est plus difficile pour moi parce que je suis introvertie. Comme être DJ, puis devoir commencer ma soirée à 11h30, puis sortir, puis devoir socialiser avec des gens qui boivent de l'alcool, c'était plus tough pour moi parce que j'aurais préféré être chez moi avec mon chat puis mon verre de thé. Ouais. Mais ça change pas que j'ai pas aimé une carrière. C'est juste... J'ai un feeling que cette réalisation-là vient beaucoup... C'est surtout en photo. Au début, tu photographiais plus d'humains. Puis plus tu photographiais d'humains, plus tu réalisais que tu n'aimais pas ça. Fait que là, tu essaies de moins en moins photographier des humains. Mais comme toute carrière d'entrepreneur, quand tu veux te lancer dans quelque chose, je pense qu'il faut que tu essayes. Ouais.
Puis après, tu dis oui à tout pour ensuite pouvoir rapetisser ta mire. Dirais-tu que tu veux faire de la photo 100% sans humain? Ou mettons un petit skincare sur des humains une fois de temps en temps? Je sais. Ouais. J'ai peur de me tanner de tout ce qui est répétition dans la vie. Fait que j'ai peur que si je dis oui à cette réponse-là, un jour, je vais regretter. No regret. No regret. Je pense juste, je suis trop quelqu'un qui se tanne de la répétition, donc... Et pour clarifier, le genre de photographie que tu fais, c'est des produits de beauté, des produits tout court, des chandelles, etc. Design intérieur. Ouais, beaucoup de produits de beauté ou lifestyle beauté, mais en majorité des produits. Ensuite, design intérieur, puis du stock footage. Ouais. Pour des sites comme Unsplash, qui est un site de photos libre de droit. Bien dit. Pour les gens qui ne savent pas, parce que pas tout le monde parle le langage de photographe. C'est vrai. Selon toi, c'est quoi une bonne photo? Mettons, pas seulement dans ton domaine, dans tes genres photographiques, mais at large. Ah, mais ça, c'est la réponse la plus quétaine, on va dire. C'est quelque chose, une photo that makes you feel something. Une photo qui te fait ressentir une émotion, comme toute pièce d'art. Mais c'est tellement une réponse plate, mais c'est tellement vrai, je trouve. Puis c'est tellement différent à certains comme toi. Je trouve que tu vas beaucoup aimer une photo qui est sharp, qui est crisp, que le focus est exactement où est-ce que tu voudrais qu'il soit. Puis moi, je vais triper sur une photo floue parce que justement, je trouve que ça brise toutes les règles puis c'est différent. Donc, ça dépend de la personne. Qu'est-ce qui... Mettons, si on prend une photo de produit, que c'est vraiment comme une photo de texture de produit, sans présence humaine, rien. Qu'est-ce qui te fait trigger de l'émotion dans la photo? C'est juste comme un feeling ou c'est des petits trucs concrets que tu additionnes puis ça donne une émotion à la fin? Je dirais l'emploi de la créativité. C'est pour ça que je trippe autant sur la ligne de Hailey Bieber, mais autant elle que sa coordonnatrice marketing, que son équipe créative. Équipe créative. C'est hallucinant qu'est-ce qu'ils sont capables de faire parce que c'est tellement simple, mais c'est tellement créatif. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Je regarde pas comme la technique de comment la photo a été faite, c'est juste à quel point je trouve ça brillant de penser à des concepts pour faire du marketing d'un baume à lèvres. Donne-moi un exemple de Rode. Par exemple, il y a un produit à base de lait. Donc, il avait fait un shoot avec genre un produit jumbo qui avait gros comme 6 pieds. Là, comme un produit qui vendrait petit, mais ils l'ont fait gros. C'est ça, ils l'ont fait gros, puis ils l'ont mis dans comme un gros bain en plein milieu du désert, puis le bain était plein de lait. Puis il y a une photo de Hailey qui s'en verse sur elle. Ouais. Puis c'est super créatif. Par exemple, il y a des photos de baume à lèvres. Il y en a un à la vanille. Fait que là, cette semaine, ils l'ont relaunch. Fait qu'ils ont pris un cornet de crème glacée qui fond, puis ils ont juste mis le baume à lèvres dedans. C'est tellement simple, mais c'est tellement cool, c'est tellement créatif, c'est tellement... Faut-tu que je prenne des lactates si je prends la crème avec du lait? Je sais pas, je peux te faire essayer. On a parlé de ça la semaine dernière. Puis on a conclu que moi... Les lactates? Non. Je trouve une valorisation via mon travail, pas une valorisation d'un point de vue extérieur par rapport à l'opinion des autres, mais par rapport à l'intérieur. C'est-à-dire que comme c'est ça qui me fait sentir en vie, c'est pour ça que j'adore me lever tous les matins, que je suis pressé à me lever quand j'ai des choses photo à faire. Je suis tellement down de percer dans ta validation. Je suis tellement down. Mais considérant justement qu'on a conclu la semaine dernière que ma valorisation vient de la photo, ma valorisation intérieure, tu dirais que ta valorisation vient d'où dans la vie? Oh my God. Putting me on the spot here. Je pense que malheureusement, ma validation vient des autres. Avant, c'était pire. Maintenant, c'est moins pire. Mais je pense que et peut-être beaucoup de femmes ont ce sentiment-là de devoir plaire. Fait que je sais que si je plais aux autres, puis que j'ai des bonnes relations amicales, familiales, etc., j'ai une valeur. Mais je pense pas que c'est une bonne façon de s'identifier à sa valeur dans la vie parce que on est tellement plus de choses que ça. Que ce que les gens pensent de nous, de notre apparence, nanana. C'est juste que si je te fais une réponse honnête, c'est sûr que c'est ça. Ouais. Et tu penses que ça, c'est une construction sociale depuis comme plus attribuable à des femmes?
Peut-être. Je pense que ça dépend sur le type de personnalité aussi. Il y a des gens qui veulent plus plaire, il y a des gens qui s'en foutent complètement. Mhm. Je sais pas, ça doit nature versus nurture, tu sais, peut-être que la façon que tu es élevée. Moi, je suis la plus vieille d'une famille de 4 enfants, fait que j'étais la première à faire beaucoup de choses, vouloir plaire, vouloir avoir des bonnes notes, vouloir performer. Ça doit... Puis tu voudrais changer cette valorisation, tu souhaites changer cette valorisation vers quoi? Considérant que tu as dit que tu voudrais qu'elle prenne de moins en moins de place? Mais est-ce qu'on peut choisir de où on veut être validé? Je pense C'est que oui. comme, est-ce que toi, tu serais capable de consciemment changer qu'est-ce qui te valide, qu'est-ce qui te fait sentir bien? Ouais. Comment? Ben, je pense que c'est juste de trouver un purpose, que ce soit au travers du boulot ou à l'extérieur du boulot. Je te donne un exemple. Ouais. Je me permets, étant ta copine. Ouais. Tu es quelqu'un qui a un très grand cercle d'amis, donc quand tu reçois de la présence de ces amis-là, tu es valorisé parce que ça te donne une raison d'être heureux, de faire des trucs, de faire des activités. Puis je le remarque vraiment. Tu es aussi un enfant unique, donc tu as reçu... Ben, unique. La plupart du temps. Situation spéciale. C'est ça. Tu as été solo avec tes parents longtemps, donc tu as eu beaucoup de cette attention humaine-là. Donc, tu es validé par d'autres humains. Alors, si avec le temps, un jour, nos parents ne seront plus là, peut-être que nos chemins d'amis prennent d'autres vies, genre la parentalité, ils sont occupés avec le travail, peu importe. Comment tu irais chercher ta validation? Moi, je trouve que c'est juste les gens qui me carburent. C'est comme d'aller passer un moment avec Lucas, Cook, Ben, Guy, etc. T'oublies juste tout le reste. Puis on dirait de dire de la sauce puis de juste rire pendant 2 heures pendant un souper. Ça t'énergise parce que c'est trippant. Juste rire, ça fait du bien. Mm-hmm. Fait que j'ai jamais dig plus en profondeur par rapport à le pourquoi les gens me carburent, mais je pense que c'est justement d'être extraverti, c'est ça la définition. Ouais. Oui, absolument, parce que c'est ça qui te donne la confiance en soi, puis ton énergie, puis tout ça. Mais même chose si on le flippe à la photo. Si demain, tu as un accident grave de voiture, puis tu n'es plus mobile, puis tu peux plus faire ce que tu fais, comment irais-tu chercher la validation que tu reçois pour ton travail? Mais je pense que je trouverais justement une autre manière de, comme un nouveau travail que je sens que j'amène du bien à l'humanité, qui me fait sentir vivant, qui me stimule, que j'ai un sens de contrôle, entrepreneur, j'imagine. Tu sais, je pense même étant, tu sais, mettons, Cook puis Julien Renaud, un ami, justement, qui a eu un accident wakeboard. Tu sais, il avait une super belle carrière qui s'enlignait pour lui, puis finalement, là, il est rendu, si j'ai bien compris, à aider CBC à rendre leurs produits ou leur contenu plus accessible pour les personnes handicapées. Wow. Fait que tu sais, c'est comme un changement complètement. Pour trouver une autre valeur. Exact. En anglais, ils disent intrinsic value. La valeur que tu donnes à toi-même? Oui, comme ta confiance en soi, c'est intrinsic. Je sais pas c'est quoi en français, mais interne. Puis extrinsic, c'est ce que les gens te donnent. Fait que la validation de « Ah, c'est beau ce que tu portes. Ah, c'est beau ton travail. » C'est pas de toi, c'est quelque chose qui vit en dehors de toi. Ouais. Mais je pense que, tu sais, mettons, si je pouvais pas parler, ça serait différent. Mais si, mettons, je perds tout mon corps puis j'ai encore ma tête, tu sais, émission de radio ou podcast saison 92, tu sais, je sais pas trop. Mais je suis sûr que c'est possible, tu sais. Je me souviens pas c'était dans quel livre, mais tu sais, il parlait de concierge, le purpose d'un concierge. Tu sais, on pourrait penser que comme un concierge, il n'est pas stimulé au travail, il n'est pas content. Mais peut-être que la personne elle-même, elle avait vu, je pense que c'est Start with Why de Simon quelque chose. Puis Powell, Nolek. C'est quelque chose. Start with Why, ouais, bref. Puis, ouais, mais peut-être cette personne, justement, elle s'est dit, je contribue tellement à offrir un environnement propre à un hôpital pour que les gens puissent récupérer. Fait que son purpose vient du fait que comme il contribue au rétablissement de personnes malades. Fait que je pense que le purpose vient d'une perspective intérieure par rapport à comment tu vois ton propre boulot. T'sais, Interesting. Ouais. Tu vois, je pense que pour revenir à ta question initiale, à travers toutes les carrières, je suis encore un bébé, mais toutes les carrières que j'ai faites, j'ai eu de la difficulté à trouver comment j'apportais de la valeur à des gens. Donc, je n'associe pas ma valeur interne, my intrinsic value, à ma carrière.
je suis pas carriériste. Genre, j'adore travailler, puis j'adore la photo, puis ce que je fais en ce moment, mais je pense pas que je suis carriériste parce que, je sais pas, j'aime trop la vie, puis comme les amis, puis les choses en dehors de ça qui nous apportent plaisir, que je rattache pas ma valeur de est-ce que je suis une bonne personne à mon travail. Justement, on en avait déjà parlé à quel point que tu trouves ça difficile, des fois, de trouver le purpose dans ton travail, concernant tu joues des produits, puis etc. Absolument, Puis, ouais. tu sais, j'essaie de t'aider là-dedans en disant, ouais, mais tu travailles principalement avec des femmes, des entrepreneurs femmes, Oui, qui, the future is women. Fait que, tu sais, d'aider des entrepreneurs Hell yeah. femmes à avoir un succès en faisant leur image, puis en rendant ça alléchant. Peu importe que ce soit du design intérieur, que ce soit des produits, que ce soit du marketing. c'est vrai. Tu sais, je pense que l'empowerment of women peut être un vraiment gros purpose qui peut faire sentir en vie. C'est vrai. Puis je pourrais bridge ça dans quasiment tout ce que j'ai fait parce que quand j'étais DJ, il y avait très, très peu de femmes, encore moins qu'aujourd'hui. Il y a 4 ans, 5 ans même, il y en avait peut-être 5 à Montréal. Être prof de yoga aussi, c'est très féminin comme secteur. Donc, c'est sûr que c'est une ligne conductrice dans tout ce que je fais. Et peut-être plus tard, quand que je changerai de carrière une autre fois, parce que c'est inévitable que c'est quelque chose qui va m'arriver. Tu penses, une petite parenthèse, je serais curieux, tu penses quel pourcentage des profs de yoga sont des hommes? Je sais pas, mais il y en a quand même un... J'en ai connu beaucoup. Qu'est-ce que tu as vu, mettons, comme un 20%? Dans les studios, un 10%? mettons. 30. Quand même. Oui, il y en a. Il y a des forces de yoga qui sont très... comme du power yoga, par exemple. Il y a beaucoup d'hommes qui sont plus axés là-dedans. Moins peut-être dans la relaxation, mais je veux pas lancer un stéréotype. Là, mais de Non, ce mais que c'est ton j'ai vécu. vu, ouais. En Inde, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus. Là, à la source de où le yoga est né, il y en a beaucoup plus. Qui sont... Je pense même pas qu'il y a de femmes. Ouais. J'ai un feeling qu'il n'y a pas de femmes qui enseignent le yoga là-bas. T'as raison. Comment appliques-tu ton bac en psychologie à la photo? J'applique mon bac à tous les jours. Je l'applique en ce moment avec toi. Je l'applique à tout parce que c'est tellement une base intéressante. Comment approcher les gens, comment saisir les gens. Je me considère un petit peu manipulatrice dans le sens que tout ce que j'ai appris à l'université m'aide à pas manipuler les gens, mais à comprendre les gens. Ouais, les rendre à l'aise, comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Je me trouve très polyvalente dans mon bilinguisme. Fait qu'autant que je suis francophone, je suis autant anglophone. Puis il y a des traits de caractère très différents entre les francophones et les anglophones que je côtoie. Donc, je suis capable de me camoufler pour adapter à leur comportement. Chose que toi aussi, tu es très bien capable de faire d'ailleurs. C'est une des choses que j'aime le plus de toi parce que tu es très reflective, puis tu es très intelligent émotionnellement envers les autres. Autant avec moi qu'avec tes clients, puis les gens que tu rencontres. Puis c'est un très beau trait de caractère. Comment tu penses qu'on peut inculquer à notre enfant une intelligence émotionnelle? Oh my God. Bonne question. En le faisant nous-mêmes. Mais And hope for the qu'est-ce qu'on best. fait concrètement? Lui montrer que la sensibilité, c'est pas une faiblesse. C'est vrai que ça, c'est un bon début. C'est un bon début. Je dis lui, mais on ne sait pas encore. Ça pourrait très bien être elle. Mon Dieu, ouais, montrer que c'est pas une faiblesse. Le faire entre nous, je pense que c'est très important de... Veux pas, un enfant, c'est une éponge. Donc, ça va absorber ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on consomme. Je pense qu'au moins, on a une bonne base, les deux. À t'entendre dire ces réponses-là, est-ce que tu penses que c'est facile ou difficile? Parce que dans le sens, juste le fait d'être nous-mêmes sensibles, puis de montrer notre sensibilité, puis de vivre nos émotions, on dirait que c'est quelque chose de simple si tu fais juste être qui tu es et de pas justement freiner quand il y a un élan de tristesse ou quand il y a des pleurs, etc. En t'entendant parler, on dirait que c'est facile, c'est juste qu'auparavant, c'était pas les normes. C'est pas difficile, il faut pas que tu ailles faire des cours d'intelligence émotionnelle ou autre. Je pense pas que tu peux faire des cours d'intelligence émotionnelle. C'est sûr que ça existe. C'est sûr qu'il y a des coachs de vie. Ah, bien sûr, il y en a plein, des coachs de vie, mais je pense que, mettons, si tu fais des recherches ou tu lis beaucoup par rapport à la psychologie, tu vas le développer. C'est un muscle. C'est ton cerveau qui s'en occupe. C'est quoi ton plus gros défi en photo? Ça peut être court terme, ça peut être long terme. Wow. Photographier des gens, peut-être? Je sais pas. Mais si, mettons, j'ai tu jamais considères pensé à ça. réduire la présence d'humains dans tes photos,
tu penses que après ça? C'est peut-être pas super le fun comme réponse, mais au niveau technique de l'éclairage, parce que je suis self-taught, donc je pense pas que je manque de créativité ou de vision, parce que je suis assez chanceuse, ça me vient naturel, fait que ça va plus être aux technicalités. Chose qu'on apprend avec le temps. Regarder des tutoriels YouTube. Ouais, genre de choses que tu as accumulées au fil des 10, maintenant 11, si c'est pas 12. Parce que quand je t'ai connu, tu disais que ça faisait 10 ans que tu faisais la 10, photo. c'est un bon chiffre que tu peux tout le temps dire 10. Même si ça fait 15, tu dis ça fait 10. Mais non, tu peux jump à 12. C'est un beau chiffre. Ben là, je pense que c'est rendu 12. Quasiment 13. 31, 13. Ça ferait du sens. Parce que c'est cégep. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent ou comprennent mieux des entrepreneurs créatifs? Qu'est-ce que tu veux dire? Si on a une réalité d'être des créatifs entrepreneurs, c'est-à-dire on mène une business tout en menant une forme d'art. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses que les gens ne savent pas par rapport à cette vie-là? Les gens... OK, je vais dire une réponse assez globale, mais je pense que les gens ne comprennent pas l'instabilité dans laquelle on vit. Puis, je vais dire ça à cœur pour tous les travailleurs autonomes, tous les gens qui gèrent une agence, tous les gens qui envoient des factures, puis qui ne sont pas dans le modèle traditionnel d'un employé. C'est l'instabilité, comme on dépend de la bonne foi des gens. Puis notre réalité est tellement différente de quelqu'un qui se lève puis qui va au bureau de 9 à 5 que j'aimerais ça que les gens comprennent plus qu'on a besoin qu'ils suivent les modalités qu'on demande pour les paiements de factures, que juste ils comprennent pourquoi qu'on établit nos prix d'une telle façon. C'est rare, mettons, que... En fait, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. C'est vrai, mais mettons, je sais que Lucas, Erika, Sam ont déjà dit... Non, en fait, Sam, il n'a pas dit ça, mais on mentionne... Excusez, je recule. Lucas, Erika ont déjà dit, je pourrais jamais être travailleur autonome à cause de l'instabilité. Oui. Malgré l'intelligence de ces personnes-là. Sam, justement, il rapporte souvent l'instabilité. Alors, on dirait justement, c'est comme le mur qu'ils doivent traverser s'ils veulent venir de notre côté de la force. On the dark side. On the dark side. Ouais. Mais en même temps, on dirait que c'est sûr que... Comment tu penses que tu peux pallier à ce sentiment d'instabilité-là? Le rendre plus stable? J'adore que tu réfères à tous tes amis et nos amis comme si tout le monde les connaissait. Là. Moi, j'imagine que tout le Québec regarde l'autre bord de l'écran. Excuse, répète la question. Comment qu'on pense que l'instabilité... Comment pallier cette instabilité-là? Moi, j'ai espoir qu'avec le temps, ça va tellement devenir commun parce qu'on voit à quel point il y a plus d'entrepreneurs. Il y a clairement quelque chose qui ne marche pas dans le modèle traditionnel des emplois. Alors, je pense qu'avec le temps, ça va juste devenir plus commun. Puis peut-être qu'on va être même plus encadré par des lois. J'ose espérer que... Là, c'est sûr qu'on peut menacer d'être aux petites créances si quelqu'un nous doit de l'argent, mais ça serait cool. Ouais. Oui, c'est difficile. Puis on peut se faire avoir. On peut... C'est combien de fois qu'on a fini par donner du travail gratuitement ou... T'as combien de factures qui n'ont jamais été payées? Pas tant que ça. Parce que je m'acharne. Il y en a eu peut-être 2, 3. Tu vois, là, en me posant la question, j'ai réfléchi puis j'en ai 4. Mais dont 2 dans la dernière année. Tu pourrais me demander combien de fois que mes modalités n'ont pas été respectées. Puis ça, je peux te dire presque 60% du temps. Si c'est pas plus. Pourquoi tu penses que ton pourcentage est aussi élevé du non-respect de tes modalités de paiement comparé à moi? Parce que moi, je trouve qu'elles sont pas mal respectées. Oui, je te sais pas. Peut-être ton nombre de jours pour payer est plus petit, clairement. Oui, absolument. 15 jours versus 30 jours. Parce que ça, c'est un... Je sais que les entreprises vont donner un 30 jours, mais ça, c'est un débat qui pourrait revenir à ce que j'aimerais que les gens sachent par rapport à l'entrepreneuriat. C'est que quand tu vas te faire couper les cheveux, tu payes avant de partir. Après le service, tu payes. Ouais. Quand tu vas à l'épicerie, tu n'as pas 30 jours pour payer ton casseau de bleuet qui coûte maintenant 15$. Tu le payes. Tu sais, donc... Ouais, vu de même. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai de la misère avec ça, mais j'ose espérer qu'un jour, ça va juste devenir plus commun, puis la relève créative va venir changer the way things are done. Il y a clairement eu du gros progrès pour tout ce qui est congé de parentalité, etc. Absolument, oui. C'est vraiment beau à voir. Only way is up. Oui, c'est une excellente comparaison, justement, parce que les parents vont pouvoir avoir le même support que quelqu'un qui travaille le modèle traditionnel d'un 9 à 5. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses que les gens qui me suivent que par la photo connaissent que Drowster via le podcast ou la photo J'ai hâte à cette question. ne savent pas de moi? Qu'ils seraient surpris d'apprendre de moi? T'es la seule personne, on dirait, de tous les invités que je pourrais poser cette question-là, tu sais. Ben oui. Qu'est-ce que les gens se doutent? Pas de toi. Ne se doute pas? Ne se doute pas. C'est ça. Ne se doute pas. Je sais pas si c'est quelque chose que les gens se doutent pas, mais t'as vraiment pas peur du ridicule. Puis comme t'es full charmant sur un shoot, t'es vraiment bon encore, t'es émotionnellement intelligent, donc t'es bon à venir saisir les personnalités des gens avec qui tu travailles, puis t'es vraiment caméléon. Mm-hmm. Mais à la maison, t'es niaiseux, puis comme des fois t'es gênant, mais j'adore ça, puis c'est un côté que les gens voient pas, mais c'est normal, comme il y a un énorme côté de moi que les gens voient pas. Même juste ici, en ce moment, je me comporte pas comme je me comporterais à la maison. Mm-hmm. Wow, je m'attendais tellement pas à ce que tu dis ça. Le ridicule. Si je pouvais y penser plus longtemps, je pourrais peut-être sortir une autre chose. Non, mais ça, c'est bon. C'est assez. C'est pas un podcast sur moi. J'ai vu des choses, là. J'ai vu des choses. Je ferais de blackmail longtemps. C'est correct. Comment puis-je faire mon œuvre photographique, c'est-à-dire mes photos, plus féministe? Je sais tellement ce que je vais répondre. Je pense que tu es excellent avec l'œil féministe. Non seulement dans la considération de comment tu mets les femmes de l'avant, mais tu mets vraiment un effort conscient, autant pour le podcast d'inviter des femmes, autant pour tes projets de prioriser les femmes, et tu le mentionnes. Puis j'adore ça. J'adore que tu as pris ta vision d'aller photographier ailleurs dans le monde, puis le tourner vers le Québec que tu adores. Et non seulement le Québec, mais les femmes du Québec. Je trouve ça super cool. Par contre, c'est sûr que un homme peut être féministe, mais t'es un homme. Mm-hmm. Fait qu'à la fin de la journée, c'est important de se déclarer féministe, mais quand même laisser la place aux femmes de te guider. Mm-hmm. Guider à quel niveau? Comme dans un shoot, concrètement dans un shoot ou plus large? Juste de nous écouter en général, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se déclarer féministes, puis c'est excellent, mais il faut qu'ils se rappellent à la fin de la journée que ils ne sont pas des femmes. Donc, il faut qu'ils soient encore à l'écoute de... Ça, c'est comme dire, je suis pas raciste, mais militer tellement fort qu'on n'écoute pas les gens qui sont minoritaires. Mm-hmm. Et puis maintenant, en 2024, féministe, ça englobe beaucoup de choses. Donc, c'est pas juste les femmes, mais je pense que c'est important, en tant qu'homme blanc, de quand même être à l'écoute de... Garder les oreilles ouvertes. Garder les oreilles ouvertes, d'être observateur, de comprendre que c'est une bataille constante, le féminisme, puis les femmes vont vivre des micro-agressions ou des réalités qui sont juste différentes de les tiennes. Mm-hmm. Alors, juste toujours garder ça en arrière de la tête, que ce soit autant en photo que tes relations avec d'autres femmes. Ça va aussi du fait que je trouve sincèrement que photographier des femmes, c'est plus difficile que photographier des hommes, pour plein de raisons. On en a déjà parlé avec le podcast avec Sophie Nélis, avec Gaëlle Leroyer. Un peu Eliane Cadieux, je crois. Mais à tellement de niveaux. De un, tout ce qui est intimité. Fait intimité sur des plateaux. Un gars, il va jamais avoir il va rarement y avoir un problème de rentrer vraiment dans l'intimité. Avec Zach, je pense pas que je suis Zach à faire des photos depuis des années. C'est sûr que ça développe une intimité. C'est sûr que ça l'ouvre plus de portes. Absolument. Mais si tu prends comme avec le même niveau de jour que tu as passé avec une personne, je suis sûr que un homme peut aller plus avec une intimité avec un homme en termes d'image puis de visuel qu'une femme. Chose qui est super beau à voir. Je trouve ça super cool. Ouais. Mais tu sais, ça serait fun que ça soit égal dans le sens où ça serait fun que ça soit pas un défi à surmonter. Aussi, concrètement, sur le terrain, le nombre de fois juste l'année passée, surtout avec des shoots B-side, où que tu arrives à un endroit puis que la femme est juste pas sur son plus beau jour ou elle sait pas que tu viens prendre des photos. Les hommes, ça va moins les déranger, mais les femmes sont comme « Ah non, je veux pas être dans les photos ». Il y a aussi une réalité sur le terrain. Je parle d'un point de vue documentaire. Puis après ça, troisièmement, je trouve que tu as tout l'aspect standard de beauté. Standard de retouche qui est tellement différent à mes femmes. Mais ça, c'est une réalité que les femmes vivent. Ouais. Que malheureusement, même si je veux dire que j'attache pas ma valeur à mon apparence, je me fais juger par mon apparence. C'est les femmes encore plus, c'est sûr. Mm-hmm. Donc, c'est de comprendre que
si elles veulent ces retouches-là, c'est pour une certaine raison. Donc, on peut accommoder, mais quand on arrive sur un shoot, essayer de comprendre pourquoi que elle serait mal à l'aise si elle ne savait pas d'avance. Puis pourquoi que c'est plus difficile pour elle d'être intime, de laisser un gars venir dans sa chambre de préparation avant un show quand elle se fait maquiller. Il y a peut-être juste une résistance parce que c'est pas une femme, puis il n'y a pas cette solidarité féminine-là que même si tu veux, tu ne pourras pas avoir. Mais tu peux continuer à travailler ton écoute puis ton intelligence pour faire du mieux que tu peux, comme tu fais déjà. Est-ce que tu crois qu'il va tout le temps y avoir une certaine barrière d'un homme photographier une femme, puis peut-être une femme un homme? Une barrière un peu naturelle, biologique? Peut-être de mon vivant, non. De mon vivant, je pense pas que ça va changer. C'est sûr que j'aime pas diviser hommes, femmes et autres, mais je pense que ça va être long avant que cette blessure-là est défaite. Surtout, par exemple, dans les pays aux États-Unis, qu'il y a une rage féminine qui est encore très présente, une lutte qui est encore très présente, style dans des cas comme Roe v. Wade et tout, sans rentrer bien profond. Comment tu penses qu'on peut attaquer le problème? Pas attaquer d'une manière féroce, mais améliorer le... En même temps, tu vois, juste en posant la question, j'ai un peu stigmatisé en disant le problème. En même temps, je pense qu'on est d'accord pour dire que les standards de beauté disproportionnés sont un problème, non? Oui. Comment qu'on peut comme s'attaquer au problème dans le sens, comment qu'on peut, même à l'extérieur de la photo, comment qu'on peut shift un peu les standards sociétaux pour justement rendre ça plus libre? C'est clair, ouais. Je suis tellement pas équipée pour avoir la réponse à cette question-là. Mais je pense que c'est une question ouverte aussi. On voit déjà beaucoup le changement de ce qui est mis de l'avant dans les magazines, puis à la télé, puis le monde de la mode. Mais je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu penserais? Mais clairement, des artistes, je ne vais pas en nommer spécifiquement, mais qui n'ont pas des standards de beauté traditionnels de la femme mince, cheveux blonds, yeux bleus. Alors, tu sais, d'encourager des artistes qui sont différents, de leur donner plus de place. Ouais. Parce que c'est ça notre pouvoir au bout de la ligne, c'est de payer des billets de show pour aller voir des shows, écouter de la musique. Par nos choix, on a beaucoup de pouvoir par nos choix. Fait que je dirais ça. Mais c'est un peu se poser la question d'où naît ce problème-là. Tu sais, ça naît-tu du côté... Est-ce que c'est les hommes qui imposent ces standards, qui s'attendent à ça en termes de maquillage ou autre? Ou est-ce que c'est les femmes envers les femmes? Ou c'est quoi la source du... C'est un mélange des deux. Ça fait des années que c'est ancré dans notre biologie, dans notre comportement de vouloir plaire. Puis je pense que tu as touché sur quelque chose d'important, c'est que tu choisis de mettre de l'avant des gens qui ont des carrières non traditionnelles ou qui prennent des voix, tu sais, des artistes qui sont uniques puis qui vont performer d'une façon qui les différencie des autres. Puis je pense que si tu continues avec cet élan-là, c'est tellement une belle façon de mettre de l'avant la diversité. Est-ce que tu penses que le féminisme est à 100% atteignable, considérant la non-égalité biologique? Qu'est-ce qui dit qu'il y a une non-égalité biologique? Mais le fait que vous transportez, que c'est plus difficile physiquement, qu'il y a un 9 mois, veut pas. OK, tu fais référence à la maternité. À la maternité, oui. Faut le spécifier. J'ai quasiment envie de m'abstenir à cette question parce que c'est comme... Je suis pas équipée pour, premièrement, répondre politically correct à cette question-là. Je pense qu'on a des différences qui sont palpables et qui vont toujours être là. C'est important de les reconnaître, mais ça ne change pas notre valeur dans la société. C'est ça la différence. C'est qu'on a des différences, puis il faut les reconnaître, mais ça ne change pas qu'un est plus supérieur à l'autre. Puis on pense qu'aujourd'hui, c'est équitable entre hommes et femmes, mais ça ne l'est pas. Ben non, zéro. Puis je suis prête même à comparer mon salaire de photographe avec tous les autres photographes mâles que je connais, puis c'est sûr que je suis des kilomètres en arrière. Ouais. Puis là, on pourrait dire c'est de ma faute, je ne charge pas assez, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a plein de facteurs. C'est que les domaines dans lesquels je suis attirée sont peut-être moins payants. Donc, pourquoi? Ça pourrait être que
Je sais pas, mes clients ont pas le tel budget, mais j'ai pas accès à percer dans d'autres domaines. Donc, la liste pourrait être archi longue, mais il y a beaucoup de raisons pour cette inégalité-là qui n'a pas rapport avec nos formes physiques, qui n'a pas rapport avec le fait que je peux porter un enfant pendant 9 mois. Ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est d'autres facteurs non reliés au genre qui impactent dans le sens où je parle au genre humain, pas au genre photographique. Mais justement, le genre photographique, de photographier des produits cosmétiques versus autre chose. C'est aussi la taille des entreprises que tu factures, que tu collabores avec, sont plus petites. Oui. Ce sont pas des grosses institutions. Tout ça a un impact. Mais j'ai quasiment... J'aimerais quasiment contre-argumenter disant que pour la même situation, avec le même nombre d'années d'expérience, le même client, tu pourrais débloquer le même budget. Ça se peut. Parce que c'est comme des budgets marketing, tu sais. Ouais. Dans leur budget marketing des entreprises, ils disent pas vu que c'est une femme, ça va être moins, tu sais. Non, of course, que c'est pas conscient. C'est ça, je veux dire, c'est des choses inconscientes par le fait que peut-être que mes clients, c'est dans un domaine qui est juste moins payé. Donc, puis ça la donne que c'est un domaine qui est axé plus envers les femmes. Qu'est-ce que tu veux dire, axé plus vers les femmes? Les produits de cosmétiques, par exemple, on sait que les gens qui consomment la plupart de ces produits, c'est des femmes. Ouais. C'est pas juste des femmes, mais il y en a en majorité. Mais un point qui pourrait être fait que Gaëlle Leroyer avait amené la saison 1, c'est justement que Gaëlle, malgré tout son talent, elle se sent mal justement de charger des gros prix. C'est cette culpabilité de mettre son pied à terre et de charger des gros prix. Ça, je peux comprendre la différence. C'est difficile de disrupt puis d'être méchante quand on est femme. Mais je pense pas que... Est-ce que tu penses que c'est parce que vous associez un gros prix à être méchant? Comme une grosse soumission? Non, c'est plus de mettre son pied par terre, peut-être, qui est difficile, ou peut-être qu'on a trop d'empathie. Puis là, j'aime pas ça parler au on, parce que c'est pas ma place de parler au on, mais l'exemple parfait, c'est que maintenant, je suis enceinte. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans mes hormones, mais on dirait que maintenant que je sais que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui grandit puis qui va vivre, la priorité, c'est moi et mon bébé. Donc, je suis devenue une autre femme qui va speak up dans un dépanneur quand un monsieur parle d'une manière impolie à la jeune fille qui travaille au comptoir. Je vais mettre mon pied par terre en courriel. Je prends moins de temps pour être excessivement polie. No bullshit. C'est ça, ouais, comme j'ai peut-être fait dans le passé. Là, j'ai juste plus le temps. Donc, être raide puis m'assumer en tant que femme que je suis la priorité, c'est devenu plus facile avec un bébé qu'avant. Que tu penses que c'est un changement biologique? Oui, parce qu'on a l'instinct de comme protéger notre petit. Là. C'est sûr que c'est animal, mais je sais pas, je suis devenue comme une femme plus féroce. Puis on dirait que quand tu rentres dans cet état-là, c'est tellement puissant. Mais c'est peut-être pas un état que tu as quand tu commences ta carrière créative à 23 ans. Mais justement, pourquoi tu penses que comme le root cause que Gaëlle avait mentionné, c'est la difficulté à mettre son pied par terre? Puis on dirait que ça fait plusieurs fois que j'entends ça, que c'est plus gêné de justement soumettre un plus haut prix versus un plus petit prix. Mettons, est-ce que tu penses que c'est juste par... Moi, mettons, au début, j'avais de la misère à demander 100 $. Puis là, aujourd'hui, tu détaches des chiffres puis ça ne dérange plus les chiffres. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est associé au stade de la carrière ou tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est partagé, les femmes, de faire ça? Encore, je peux pas parler au titre de tout le monde, mais je dirais que c'est sûr qu'avec l'expérience, tu t'acquéris un droit de charger plus cher. Mais je pense aussi que c'est l'instinct de vouloir plaire. L'instinct des femmes de vouloir plaire. Ou peut-être pas des femmes, mais en tout cas, moi, je sais que je veux plaire. Donc, je vais avoir de la difficulté à m'assumer puis donner un gros prix. Puis c'est peut-être quelque chose que les hommes ont moins besoin de faire face dans leur vie. De plaire à des gens parce que ça vient plus facilement. Je pense qu'en général, mettons, sort de la photo, les hommes ont plus confiance en eux que les femmes ou les femmes ont plus confiance en elles que les hommes? Je pense que les deux, c'est égal, mais ça débloque à un moment différent. OK. Fait que c'est vraiment au stade de la vie et des expériences. Encore nature versus nurture. Je pense que les enfants garçons sont peut-être plus poussés, plus jeunes, tandis que les filles, non. On le voit que les jeunes filles sont moins dans les sports que les jeunes garçons aujourd'hui. Ouais.
Donc, avec le temps, je pense que... C'est drôle, je pensais à ça en conduisant l'autre jour, que la journée que je suis devenue assumée dans ma carrière... Quand? Mettons, mets un timeline. En 2022, quand j'ai commencé à... Même si ça faisait 2 ans que j'avais des contrats photos on the side, je suis revenue d'un voyage, puis là, j'étais capable de dire « je suis photographe », donc je me suis assumée dans un titre, dans une carrière. Donc ça, c'était mon déblocage professionnel. Puis je pense que maintenant... d'être bientôt maman. En fait, d'être maman, c'est fou. Puis ça, c'est mon déblocage de femme. On dirait que ça unlock je sais pas, un stade de confiance comme un jeu vidéo dans la vie que tu upgrades et tout. Ça, c'est mon expérience personnelle parce que tu peux ne pas avoir d'enfant puis quand même avoir un moment que tu réalises, wow, là, je suis une femme confiante dans son pouvoir. Mais moi, c'est cette expérience-là de la première fois que j'ai entendu le cœur battre à l'intérieur de moi. Oh, wow. Via un outil. Fou moment. Ouais. Et très récent. Pas que je me sentais pas femme avant, c'est juste que maintenant, ça a vraiment changé quelque chose. C'est une férocité tellement différente. Tu penses qu'elle va s'estomper après l'accouchement? Non, je pense que ça va être pire. Ah ouais, mais j'avoue que l'enfant est né, fait que ce sentiment... J'ai peur de tellement... C'est sûr qu'il doit y avoir des études là-dessus sur le trigger biologique. Ça doit. Mais on le voit dans les animaux. Ouais. C'est sûr. Puis je pense que la même chose va t'arriver aussi, là. Ouais. C'est juste que, ouais. Quand je vais le sentir, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Je comprends cette différence-là. Mm-hmm. Une grande réalisation que tu m'as amenée dans la dernière année, qui a eu un énorme impact dans la manière que je vois la vie, c'est que tu me fais réaliser que la plupart des conversations qu'on voit dans la vie, c'est d'un homme à un homme. Que ce soit aux nouvelles, que ce soit des late night shows, que ce soit des... C'est sûr que comme un algorithme, ça l'amplifie qu'est-ce que toi tu veux voir. Absolument. Clairement. Si t'écoutes une vidéo de Joe Rogan, c'est fini pour ton algorithme. C'est ça, tout ton algorithme, tu vas te poser du Joe Rogan. Mais je suis prêt à dire que justement, sociétalement, il y a une grosse disproportionnalité par rapport au contenu homme à homme versus femme à femme. Oui. Puis c'est un exemple de comme, depuis que tu m'as fait réaliser ça, je vois tellement mes feeds de manière différente. Je vois tellement toutes choses que je consomme de manière différente. Je suis tellement contente que ça t'a marqué. Mais c'est fou, considérant que je me suis dit en conseiller féministe, mais j'avais juste jamais vu ça. C'est justement comme ça que Florence Acadubé-Moreau a commencé son livre. C'est comme j'étais dans un bar de sport, puis je regardais alentour de moi, toutes les télés, c'était juste des hommes, tu sais. D'où, en fait, pour expliquer au Grand Québec, ma réalisation venait du fait que dans les événements où que, puisque tu es extraverti, tu as plein de connaissances, j'ai fait beaucoup d'événements avec toi et j'ai remarqué souvent que quand les hommes se connaissent, mais connaissent pas la femme, ils vont juste ignorer sa présence. Donc dans le langage corporel. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été dans des conversations à 4 qui étaient en fait des conversations à 3. Et c'est pas c'est pas un avancement dans le féminisme, une chose comme ça. Et aussi, ça a été pris dans ma décision consciente de juste ne plus consommer du contenu qui est de homme à homme. Ouais, je trouve ça plate. Je voulais en venir que comme tu mènes ta propre petite révolution. Oui. De justement juste encourager des conversations de femme à femme. De mettre ton clic à ta bouche. C'est tellement mal dit, là, mais de mettre ton clic à ta bouche. Tu connais le microfeminism? Non. Donc, c'est des petits actes de féministes que les femmes vont faire dans leur quotidien pour, je sais pas, reverse the patriarchy. Mais j'adore ce concept. Par exemple, c'est une mode sur TikTok. Donc, il y a plein de femmes qui vont expliquer c'est quoi leur acte de microféminisme. Puis, il y a une fille, par exemple, qui disait si elle envoie un courriel de groupe, dans l'ordre du courriel, donc, admettons, Jean@hotmail.com, ensuite Sophie@gmail.com, mais elle va toujours mettre les femmes avant l'homme, même si l'homme, c'est le CEO. Donc, il n'y a personne qui remarque à part elle, mais c'est comme sa façon de mettre les femmes de l'avant. Puis c'est un exemple vraiment banal. Là. Je suis pas capable de penser à d'autres en ce moment, mais il y en a plein. Puis j'adore ça. Tu sais, même depuis que tu m'as fait ça, j'essaye, quand on écoute du contenu ensemble, principalement sur YouTube, de trouver justement des vidéos. Tu sais, le podcast de Dua Lipa, versus montrer un autre podcast. Ça, c'est mon microfeminism. Ouais, donc, de ne pas consommer de contenu de ma homme. Juste pour donner un petit kick de
vues au contenu femme à femme. Mm-hmm. Même, tu sais, des late night shows, trouver des invités femmes, il y en a tellement plus des hommes. Quand pourtant, c'est des émissions écoutées par les deux. Mm-hmm. Est-ce que tu te souviens du moment que tu t'en es rendu compte pour la première fois de la surprésence de conversations homme à homme? Peut-être une des premières fois, ou une des fois qui a confirmé ma suspicion, c'est quand on allait à des événements ensemble puis que cette espèce de dynamique arrivait. Mais je crois que ça a commencé après la pandémie. Parce que la pandémie, c'était vraiment comme une petite bulle pour tout le monde. Donc, on vivait dans notre monde. Mm-hmm. Puis il y a eu tellement de révolutions sur les internets pendant cette période-là. Puis je pense que quand j'ai déménagé à Montréal après la pandémie puis que j'ai entrepris une nouvelle vie, c'est là que j'ai remarqué. Comment c'est tu là penses? Excuse-moi. Vas-y, c'est là vas-y. que j'ai décidé de mettre l'axe sur le contenu féminin. Parce que je le voyais souvent, puis j'étais tannée. Puis quand tu déménages en ville, tu vois plus de... J'étais vraiment dans un hotspot de jeunes professionnels. Mm-hmm. Puis j'en voyais beaucoup. Comment tu penses qu'on peut renverser la tendance, mis à part faire le choix d'écouter ces contenus-là? Mon Dieu. Peux-tu me répéter la question? Comment tu penses... Comment qu'on peut renverser cette tendance-là puis d'encourager plus des conversations de femme à femme qui sont diffusées, mis à part cliquer sur le contenu qu'on veut écouter? Bien, c'est sûr que c'est ça. Notre plus grande force, c'est de l'écouter. Mm-hmm. C'est de choisir de moins consommer de contenu homme à homme ou mené par des hommes qui ont des propos qui devraient être réfléchis. Puis faire le choix conscient d'acheter des livres faits par des femmes, d'aller voir des expositions qui ont été curated et faites par des femmes, d'écouter des podcasts où est-ce qu'il y a des femmes. C'est notre super pouvoir, c'est la seule chose qu'on peut faire. Tu sais, on en a parlé une couple de jours, mais tu sais, justement, je veux utiliser cette vitrine qu'est le podcast pour justement, surtout cette saison-ci, de mettre de l'avant plus de femmes puis de parler de féminisme haut et fort, parce que c'est important. Mais dans les faits, pour mille et une raisons, le roster à la fin de la saison, quand tous les épisodes sont enregistrés, ne va pas être équitable. Ça ne va pas être 50-50. À date, il y a tout le temps eu un débalancement vers les hommes, même si plein d'invitations ont été envoyées des femmes. C'est comme les festivals de musique. C'est souvent une critique, ça, que si tu enlèves tous les hommes du flyer d'un festival, il va rester juste 3-4 noms de femmes, mais on ne sait pas. Pour avoir été dans l'industrie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe behind closed doors, combien d'invitations ont été lancées. C'est très possible qu'il y ait moins de femmes dans un secteur pour combler, d'avoir vraiment le 50-50. Fait que je pense que c'est comprenable, mais c'est important de montrer que l'effort a été fait. C'est important de faire l'effort pour pouvoir ensuite défendre. Et de réaliser que si tu as un line-up avec 50 artistes puis que tu as 3 femmes, tu n'as peut-être pas essayé assez fort. Ça, c'est comme... Je compare ça avec toi qui a choisi de tourner sa carrière internationale plus vers le Québec parce que, en fait, je peux te laisser l'expliquer, que tu ressens que ces pays-là ou les pays que tu visitais avant ont maintenant leurs propres photographes qui peuvent faire leur contenu, si je me trompe pas. Oui, mais c'est juste que les spectres... le milieu journalistique, photographique, il y a moins de parachute photojournalism, c'est-à-dire de dumper un homme blanc d'un riche pays dans un pays en voie de développement, de faire des photos versus empower les jeunes locaux à leur donner des appareils. Exact. Vraiment, tous les pays sont en train de monter économiquement. Fait que, mettons, les Indiens ont plus accès à des caméras, ont plus les moyens d'acheter des caméras qu'il y a 20 ans. Donc, on n'a pas besoin d'un homme blanc de National Geographic qui va les photographier. Il faut vraiment qu'il y ait une vraiment bonne raison pour que tu fasses une histoire. T'sais, mon histoire avec Ali, par exemple, ça serait une bonne raison de faire une... Pour résumer, Ali vit en extrême pauvreté dans le désert en Inde. Je suis allé le voir 2 fois. Puis je planifie faire une série qui s'étale sur 10, 15, 20 ans de Ali qui sort d'extrême pauvreté. Ça, c'est comme... Il y aurait une raison pour laquelle National Geographic me renverrait là-bas parce que le lien de confiance est établi puis c'est une série long terme. For sure. Mais tu peux pas juste dire je vais aller photographier la misère en n'importe quel pays. Et c'est des choses qui me font réfléchir des fois que je vais voir un projet puis je suis comme OK, vous étiez pas capable de trouver une femme qui a ce talent-là? Parce que j'ai de la misère à croire ça. Ouais. Surtout dans la photo documentaire parce qu'il y a nettement moins de femmes. Ouais. Ça, c'est mon take.
C'est fou parce que les femmes ont tellement accès à des histoires que les hommes n'auraient pas nécessairement accès, de par qu'est-ce qu'on parlait Tellement. tantôt, avoir accès à l'intimité. Fait que je me souviens des histoires marquantes sur des veuves après des guerres, mettons en Afghanistan, que c'est les femmes qui ont joué de ça, ou justement tout ce qui est relié à la maternité. Ouais. C'est difficile de laisser un homme blanc d'un autre pays venir prendre des photos de toi en train d'accoucher. tu sais. Absolument, je laisserai jamais un homme rentrer dans mon accouchement. Mais c'est ça. T'es chanceux si toi, tu vas être là. Moi, je suis obligé. Ouais, mais quoi- bref. C'est quoi le plus gros frein au féminisme aujourd'hui, selon toi? Oh, je trouve qu'on recule. Ça, c'est toi la pessimiste qui parle. Oui, mais je trouve qu'on recule dans certaines choses avec la montée de certains politiciens, autant au Québec. Là, je veux pas parler de politique parce que je suis pas équipée, Ouais. ce n'est pas mon domaine. Mais je trouve qu'on recule dans certains discours qui sont dits puis qui vont chercher certaines personnes qui ont pas le critical thinking que tu apprends dans les institutions ou que tu apprends dans l'école de la vie. Certaines personnes ne font ni un ni l'autre. Fait que c'est ça, je trouve ça dommage. Est-ce que tu comprends que c'est vraiment pas pour défendre, là, mais juste pour un peu essayer de creuser dans la cause, tu comprends que n'importe quel groupe qui est en situation de pouvoir, ben clairement, tu comprends ça. N'importe quel groupe en situation de pouvoir, qui occupe un pouvoir pendant longtemps, évidemment, il veut pas se le faire enlever. Et donc, tous ces hommes avec une intelligence émotionnelle moins développée. They feel threatened. Exact. Fait que la menace qu'ils ressentent, ça se transforme en frustration. Mais je pense que c'est le plus grand frein. C'est cette peur d'une menace qui est pas une menace. On veut juste l'égalité. Mhm. Puis peut-être que pour avoir cette égalité-là, il faut que on pousse. C'est ça, c'est égalité. Ouais. Puis c'est sûr que ça serait le rêve, mais vu qu'on a été en bas, peut-être qu'il faut pousser un petit peu plus pour arriver Ouais. Mais au top pour qu'ensuite ça vienne égal. Est-ce que tu penses que c'était cette pensée spécifique de par le fait que j'ai dit à plusieurs reprises dans le passé que toute révolution ou crise, tu vas essayer de pousser un peu plus les idées puis après prendre un peu de recul? Parce que je me souviens de l'avoir dit pour, C'est mettons, vrai la que Révolution tu- Liban. Ouais. Est-ce que tu penses que ça vient de là? Je pense qu'inconsciemment, c'est peut-être ça. Let's go, high five. Dans ma tête, je pense que c'est mon intelligence. Dans le fond, c'est la tienne. Mais c'est un exemple parfait. Ouais. Puis un peu comme le contrat social de, je pense, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est 19e, Oh boy. 19e siècle du Here we 18e go. siècle. C'est de l'homme est un animal, donc on va faire un contrat social pour nous forcer à essayer de vivre en collectivité, pour pas qu'on s'arrache la face, Idéalement. idéalement. C'est fait que ouais, ça a un lien, mais ça n'a pas tant de lien. Une autre chose que j'aimerais que les gens sachent sur toi, c'est que ton cerveau est vraiment all over the place. Puis il faut te comprendre pour te suivre. Des fois, tu parles à des gens, puis tu sautes d'une idée à l'autre, puis dans ma tête, je suis comme, oh boy, personne n'a compris. Mais moi, j'ai compris, mais j'adore ça. Ton cerveau, il pétille. J'adore puis mon cerveau, il est vraiment, je l'aime beaucoup. ta bouche, puis ton cerveau, c'est On Se va chevauche. embarquer sur un petit hot topic, un hot topic tiède, love a hot topic. quelque chose que tu critiques. Puis je veux que tu le dises dans tes mots parce que je veux pas le dire, mais la vulgarité des femmes en humour. Oui. C'est quoi ton point? C'est quoi qui te fâche? Ah, tu t'arrêtes pas de me mettre sur le spot. J'ai peur de dire ces choses-là en Non. dehors de la maison. C'est peut-être pas correct. Non, mais t'as le droit d'exprimer ton opinion. Ouais. Ah, mon Dieu, OK. Je trouve que il y a eu un cheminement avec les femmes en humour. Là, je suis pas en humour. fait que c'est vraiment pas ma gros place. cheminement? Ouais. Je me trouve drôle, mais je suis pas en humour. Que au début, quand il y avait encore moins de femmes dans le domaine de l'humour, les femmes qui perçaient devaient d'être crues puis très vulgaires. Chose qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui. Puis j'adore ça parce que ça montre qu'on n'a pas besoin d'être cru puis de dire tabarnak puis parler de choses dégueulasses pour venir à côté l'humour masculin. Mhm. Qu'on peut être drôle dans notre sensibilité puis nos expériences de femmes, puis on peut être drôle de femme à femme. On va se comprendre si une humoriste femme remplit la salle de juste des femmes. Mhm. On va rire parce qu'on a tellement une expérience commune partagée. Fait que j'aime ça. C'est pour ça peut-être que je suis moins attirée envers des femmes qui essayent de faire l'humour masculin. Je veux pas genrer l'humour, mais Ouais. Est-ce que tu penses que
option A, les femmes, justement, essayaient au début du renouveau des femmes dans le milieu humoristique, ou du moins les premières femmes qui ont fait de l'humour au Québec. Est-ce que tu penses qu'elles faisaient beaucoup de contenu axé sur la vulgarité ou comme ton pour essayer d'être comme les gars, ou que l'humour vulgaire existe, puis c'est ça? Ou que c'est un genre d'humour qui plaît à beaucoup de personnes? Oui, c'est sûr, c'est un genre d'humour qui plaît. Mais je pense que c'est comme toute femme qui... C'est un peu comme on parlait l'autre soir avec ma meilleure amie, Chérie, à table, quand on parlait de pouvoir entre hommes et femmes. Et que les femmes, pour percer dans une entreprise, pour avoir le rôle du big boss, ou dans le sport, quand on est jeune, nos modèles de succès, c'est des hommes. Donc, on essaye de se comporter peut-être inconsciemment comme eux pour arriver à une situation de pouvoir. Ou, tu sais, on le voit avec la Ligue de hockey canadienne en ce moment, que le sport féminin, c'est tellement pas la même chose que le sport masculin. Le sport, c'est pareil, mais tout ce qui l'encercle, c'est tellement différent. Puis c'est important de honorer ça. On n'est pas obligé d'être comme des hommes pour avoir le même succès. Est-ce que justement, tu penses que, tu sais, j'ai pas la citation exacte, l'expression populaire, mais tu sais, you gotta get in the machine to fuck the machine. Tu comprends ce que je veux dire? Par Never heard that. Non, mais tu sais, comme il faut que tu rentres dans la machine pour fucker le chien avec la machine, si tu peux pas casser un système si tu es à l'extérieur. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que c'est comme un sacrifice éphémère de justement prendre plus de vulgarité ou avoir des traits qu'on associe à des hommes depuis longtemps pour justement surfer ces traits-là pour ensuite le ramener vers les valeurs plus égalitaires? Je suis prête à dire oui. C'est une super belle... Ça a du sens. Oui, c'est une super belle réflexion. C'est comme qu'on parlait de psychologie au début, que on s'adapte à la personne qui est là. Ouais. Un peu la même chose, mais juste plus large. Oui, pour pénétrer, pour tout casser. Ouais. Ça a du sens. C'est une belle réflexion. J'avais pris en note la prochaine question il y a vraiment longtemps quand je t'avais glissé pour la première fois que je voulais t'inviter ici. Puis je me souviens pas pourquoi j'avais écrit cette question-là. Mais tu sais, Barbie a été vraiment un gros phénomène sociétal. Avoue que tu es contente que je te parle de Barbie. Love it. Ça a été vraiment un gros mouvement sociétal. Puis tu m'as fait réaliser l'ampleur des figurines Barbie pour la société depuis 50 ans? Plus que ça. Les années 60, c'est ça? Je m'en rappelle plus, mais un méchant bout. Là. C'est une question qui est quand même difficile parce que j'imagine qu'il faut un certain bagage historique. Tu penses... on est d'accord pour dire que Barbie, autant le film que les figurines ont rassemblé, ont uni les femmes puis c'est comme un vecteur sur lequel ils pouvaient se rallier pour partager. T'as comme deux écoles de pensée par rapport à ça. Il y en a qui disent que c'est une division. Ah ouais, comment ça? Explique les deux courants de pensée. Il y en a qui vont dire que Barbie, c'est une représentation irréelle du féminin. Ouais. En fait, c'est ça la critique. La tollée du film. Mais dans le fond, Barbie a été inventée pour montrer aux femmes qu'elles peuvent tout faire parce qu'il y a une Barbie pour tout. Il y a Barbie... C'est sûr que la première Barbie, il y en avait juste une, mais t'as Barbie médecin, t'as Barbie pompière, t'as Barbie exploratrice, t'as toutes les ethnicités, t'as tout... t'as Barbie maman, t'as Barbie... Est-ce que c'est un heated debate? Est-ce que c'est un débat que t'entends souvent parler ou c'est comme des backroom debates? J'avoue que j'ai d'autres choses à faire que de suivre le courant des débats de Barbie, mais c'est sûrement un débat qui est revenu un petit peu plus en 2024 parce qu'on a vraiment une vision plus large de la diversité et avec raison. Fait que je pense qu'il y a encore des améliorations à faire pour les jouets pour enfants, mais je sais pas quel côté est le côté gagnant de ça, mais moi, personnellement, je suis de l'avis que Barbie c'est aspirational pour les jeunes. Ça fait que ça nous donne une image de qu'est-ce qu'on peut faire et non, oh mon Dieu, j'ai pas de valeur parce que je suis pas blonde aux yeux bleus puis mince. Ma question, pour revenir à la question que j'ai pensée il y a longtemps, tu penses que c'était quoi le Barbie avant Barbie? Tu penses que c'était quoi, justement, le truc que les femmes relataient, qui les empowerait ensemble avant la création des figurines par Mattel? Est-ce que c'est Mattel qui a créé à la base ou Mattel a acheté après? Non, c'est Mattel. J'ai aucune
Non, je pense qu'ils l'ont acheté de la madame. Ruth Handler qui l'a fait, Mhm. mais à vérifier. Je sais tellement pas parce que je sais tellement pas avec quoi les femmes ou les enfants jouaient, puis c'était une époque de guerre aussi, et que je sais vraiment pas. Peut-être l'expérience partagée d'avoir des enfants parce qu'il y ça, avait clairement. beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus jeunes. Puis j'avoue que, tu sais, l'ère de la consommation a vraiment commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Puis Barbie s'inscrit un peu dans ce début d'ère de consommation. Absolument. Fait que je serais surpris qu'il y ait un objet. Ouais. C'est pour ça que Barbie, on le voit au début du film aussi, quand les jeunes filles smashent leurs poupées en céramique. Tu sais, avant, c'était ça, mais là, Barbie, c'est devenu. Avant, c'était en céramique? Oui, on avait en céramique. Je sais que ma grand-mère en avait. Puis quand je dormais chez elle dans le sous-sol, il était tout aligné dans le garde-robe avec les yeux ouverts. Puis Creepy. ça fait faire des cauchemars. Mettons, les corsets, c'est quelque chose qui avait été imposé par des hommes ou c'est les femmes qui. Je sais pas si c'était quelque chose. Tu m'en poses des bonnes, toi, des fois. J'ai aucune idée. Parlons mais c'est pour plaire. Ça faisait une belle figurine. Ouais. T'sais, personne aimait porter un corset volontairement. Mhm. C'est comme porter une brassière. Parlons d'Alex Cooper. Oui. Alex Cooper, qui Mhm. est quelqu'un que tu adores, qui a un podcast sur Spotify. Mhm. Quelle femme. Pourquoi qu'elle est incroyable, selon toi? Parce By the way, que... son podcast s'appelle Call Her Daddy. Ouais. Parce qu'elle a réussi à prendre quelque chose de si cru et sexuel, puis venir chercher l'attention des gens pour ensuite le transformer et montrer à quel point qu'elle est intelligente, puis qu'elle a une sensibilité avec d'autres personnes, puis qu'elle a créé une plateforme tellement puissante pour mettre de l'avant des personnes tellement Fait que intéressantes et uniques qu'on voit pas nécessairement dans d'autres podcasts. mettons prendre un clickbait pour amener ça plus vers l'intelligence. Je sais pas si c'était un clickbait, mais elle a juste... Je pense que Alex Cooper est devenue assumée dans son rôle de femme et professionnelle en même temps. Donc, ça l'a débloqué. She just stepped into her power big time. And I love that parce que j'écoutais son podcast sur le sexe il y a très, très longtemps. Puis juste de voir son évolution, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est un exemple parfait d'une femme qui devient vraiment une femme puis qu'on grandit avec elle. Quelle est la différence principale, tu penses, entre Call Her Daddy et sexe oral? Ben, le sujet est Que pas tu écoutes pareil. aussi beaucoup. Oui, j'adore. Le sujet est pas pareil. Le concept est pas pareil. C'est Call Her Daddy, c'est plus one-on-one. Intime, Intime. vulnérable. Non, les deux sont vulnérables. Ouais, absolument. Je pense que peut-être sexe oral fait plus une entrevue qui donne la place à l'autre personne en entièreté. Ah, tu penses? J'aurais cru le contraire. Ouais, quand il y a des spécialistes qui viennent, ou c'est sûr qu'ils se ping-pong, mais Mais on dirait qu'Alex Cooper parle moins d'elle que les animatrices de. Alex Cooper, je trouve qu'elle s'intègre très bien dans les conversations, à force d'en avoir vu pas mal beaucoup. Mhm. Puis, Que puis-je retenir du podcast d'Alex Cooper pour mon podcast qui pourrait rendre ce podcast-ci mieux? get juicy. C'est bon, ça. Pose des questions. Je sais pas, j'adore. Elle part ça right off the bat. Juste, let's go deep. Mhm. Je trouve que c'est tellement beau parce que c'est pour ça qu'on existe. J'adore les conversations deep. Est-ce que tu penses qu'elle a plus de facilité vu qu'elle est une femme à aller justement dans cette profondeur-là? Peut-être. Envers les femmes, certes, mais je parle, mettons, enlève le genre. Peut-être. C'est difficile de répondre à des questions comme ça avec qu'est-ce que tu penses parce que j'ai pas la réponse. Non, mais t'as le droit d'avoir ton opinion. Ouais, mais C'est pour ça que t'es ici. Mais tu vois, j'ai le syndrome de l'imposteur parce que c'est pas à moi. Je me sens pas comme une personne qualifiée pour dire ces genres de choses. Moi, je fais juste vivre ma petite vie, puis je prends mon petit café, puis je prends des photos, puis je suis heureuse, puis... Comment est-ce que RuPaul et la drague influencent ta vie? Je tiens à dire avant toute chose, deux choses. Avant que tu répondes à ça. De un, c'est quand même incroyable que ton père t'a amené vraiment jeune à des parades de la fierté. Oui, 13 ans pour être exact. 13 ans. Fait que, évidemment, ça, je sais que ça t'a beaucoup impacté par rapport à ton intérêt pour tout ce qui est drague, RuPaul, etc. Absolument, oui. C'est fou parce que j'ai pris cette question en note quand t'as comme marché dans la maison la semaine dernière. T'as fait comme un genre de mouvement. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais j'ai dit
Ah, ça me donne une idée pour une question. Comme t'as Ouais. fait quelque chose de Une niaiserie. une niaiserie, puis je suis comme, ah, ça m'inspire pour une question. Fait que c'était ça la question. Fait que dis-moi comment RuPaul t'inspire. Je pense que c'était la première fois que j'étais choquée, mais pas en mal. C'était la première fois que j'allais à un show de musique électronique. C'est la première Tu parles de fois. la parade, là? Oui, la première fois que je suis allée à une parade de la fierté à Montréal. C'est la première fois que je voyais des gens tellement différents de ce que j'avais vu. Puis ça m'a tellement pas traumatisée. J'ai juste trouvé ça tellement cool. Puis j'avais 13 ans, puis il y a personne qui m'a regardé de travers pour faire genre, ah, qu'est-ce que cette jeune fille fait ici? Fait que j'ai vraiment senti L'inclusion. une inclusivité. Puis j'ai découvert RuPaul, ça fait des années. Je pense que j'étais en secondaire 2. Mon père avait mis ça à la télé pendant qu'il faisait à souper. Puis, Bold. Ouais. Bold pour l'époque. Oui, bold pour l'époque. Puis ça m'a juste tellement fait rire. Puis je sais pas, depuis ce temps-là, je suis fascinée par ça. Je trouve ça le fun. Puis je trouve qu'il n'y a rien de plus inclusif. Je vois des shows de drag queen quand je marche à Miami sur le bord de la plage. Puis c'est juste, tu peux pas ne pas arrêter. Puis Ah ouais, il y en a à Miami, comme sur le bord de la plage? ouais. il y Comment a- ça, c'est comme une performance de rue, puis là, les gens donnent de l'argent? Non, c'est comme un bar qui s'appelle Palace, si je me trompe pas. Puis ils font des shows day and night de drag queen. Un exemple parfait, en fait, c'est que j'ai 3 frères. Puis à chaque fois que j'écoute RuPaul à la maison, il y en a un qui va venir dans la pièce, puis il peut pas regarder. Puis ils vont rire, puis ils vont... Tu sais, même si c'est pas de leur genre, puis que ça prend une grande ouverture de leur part, je trouve ça fou qu'ils sont impressionnés, puis que tu peux pas ne pas être impressionné. Fait que je trouve ça beau. Mis à part l'inclusion, comment est-ce que cette émission te fait sentir bien? C'est un bonbon pour l'âme quand tu édites puis tu veux être diverti. Parce que c'est super empowering. Puis, outre le divertissement, je trouve que c'est juste vraiment... Empowering par la confiance des participants? ouais, empowering par le message derrière tout ça, qui est de s'aimer comme t'es, puis de... Je préfère un bon parallèle qu'ils performent, fait qu'ils sont vraiment dans la validation, mais de trouver leur valeur quand ils enlèvent leur drag, puis qu'ils sont juste des hommes qui sont gays, transsexuels, straight, rejetés par leurs parents. Il y a des histoires d'hommes qui ont été laissés sur la rue à l'âge de 2 ans, puis c'est juste, il y a des folles histoires, fait que c'est inspirant encore, outre toutes les niaiseries. Ouais. C'est des belles histoires, puis je trouve ça beau. Et c'est des histoires racontées par des gens qui sont pas les gens qu'on voit à la TV traditionnellement. C'est quoi le poste encore de RuPaul? Out TV dans le temps, là, je sais plus c'est rendu quoi dans l'ère du streaming, là, mais c'est tout sur Crave. Ouais. Puis est-ce qu'il parle beaucoup, parce que le peu d'épisodes que j'ai écouté avec toi, est-ce qu'il parle beaucoup du background de chaque participant? Oui, il y a toujours... en fait, c'est ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'il y a toujours une émission, ils montrent quand ils se préparent. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose de super deep, genre... When I was 5, my mother left me on the sidewalk and I never saw her again. Puis là, tout le monde se met à comme hug, puis écouter. Ah ouais. Puis ouais, il y a toujours un moment, je pense qu'ils sont comme scriptés Stagé, ouais. pour... Pas stagés, mais à un moment Encouragé. donné, c'est ça, à un moment donné, il faut qu'ils s'ouvrent, puis il y a juste des histoires folles, puis c'est vulnérable. J'aime ça. Bonne Voir ça. réponse. Ouais. On rit souvent que, étant ambassadeur Bonjour Québec, on dit que tu es vice-ambassadrice Bonjour Québec. Fièrement, Parce que oui. souvent, tu m'accompagnes pour des tournées. Je gère l'application Circuit électrique, Ouais. Google Maps. Bonne copilote. Oui. Fait qu'on a quand même eu la chance de beaucoup voir du territoire, puis d'aller à la rencontre, puis tu sais, malgré non seulement les voyages professionnels, mais les voyages personnels aussi, d'aller voir Simon Baudry. Plus que j'ai jamais fait de toute ma vie. Exact. Quelle région qu'on a été ou lieu spécifique qui t'amène le plus grand bien-être au Québec? Trick question. Je pense pas que j'en ai fait assez pour savoir. J'aime beaucoup l'effet Charlevoix parce que t'es comme déconnecté, mais pas trop déconnecté. Puis j'aime cet équilibre-là. Mais je pense que le moment, en tout cas, que j'ai vécu le plus grand bien, c'est quand on a vu les baleines la première fois avec Simon. Même la deuxième fois. À C'était Côte-Nord. juste fou. C'est tellement différent. T'es tellement loin de tout. Ça te ground, au fond. Pourquoi?
Parce que en tout cas, quand t'es à côté d'une baleine dans un Zodiac, c'est juste, ça te remet tellement à ta place, mais c'est tellement pur, puis t'es tellement dans le moment présent. C'est comme la fois que j'ai été plus dans le moment présent ever. C'est fou. Quand tu vas accoucher, tu vas être dans le moment présent, laisse-moi te dire ça. Ouais, j'espère. En fait, j'espère qu'on me drogue tellement que je suis ailleurs. Imagine, tu penses à quelque chose, je pense au baleine. Tu penses à Biarritz en France. Oui, c'est ça. C'est dur parce que mon idéal utopique de vacances n'est pas nécessairement représenté au Québec, mais tu me fais voir d'autres lieux que j'affectionne beaucoup. Genre des petits villages avec des petits cafés, des petits thrift shops, des petites bibliothèques. Fait que c'est vraiment là que... Ton café préféré au Québec? J'ai pas le droit de le dire. Il y en a trop. J'en ai trop des préférés, ça va pas être juste. Non, c'est un. Si t'avais à retourner pour le restant de tes jours à un café. Parce que je tiens à dire, Mathilde refuse de se faire un café à la maison. Je n'ai jamais vu en 2 ans et demi Mathilde faire un café à la maison. Elle refuse, même si elle a besoin de la caféine, elle est comme no way. Moi, je vais acheter mon petit Third Wave Coffee. Je supporte les producteurs locaux. Si Bonjour Québec veut nous envoyer faire une tournée des cafés de tout le Québec, là, elle va être speedée. Sign me up demain. Je sais pas. Parce que j'ai des passes, j'ai des modes et j'aime pas la répétition, fait que je m'étonne. Mettons ta mode maintenant. Là, je suis vraiment comme dans le café italien. Donc, dans le Mile End, petite Italie, c'est mon vibe en ce moment. Ça, c'est une meilleure réponse qu'une place spécifique. Parce que il y a tellement de choix de café à Montréal que tu peux aller choisir la vibe que tu veux, dépendamment de ton humeur, puis j'aime ça. C'est vrai. Puis peut-être que je pourrais dire que Montréal, c'est ma région préférée au Québec. Mais c'était pas ta région préférée, c'était quelle région t'amène le plus grand bien-être. Fait que t'as répondu avec les baleines. C'est vrai. Mais Montréal apporte un très ça bon pas une bien-être. douceur. Non, c'est encore drôle. Ah ouais? Oui. Dis-moi pourquoi Montréal t'amène une douceur. Le matin, quand je vais chercher mon café, les journées que je me fais un pique-nique solo sur le bord du canal, quand même entouré de gens, c'est tellement spécial. Puis se sentir safe dans sa ville, j'adore Montréal. C'est fou que j'imagine un Madelino, un Gaspésien t'écouter dire ça, puis c'est comme hell no. Moi, Montréal, c'est pas la douceur. Non, c'est sûr. Conduire sur Saint-Laurent, c'est pas la douceur. Mais j'avoue que le matin tôt, lever de soleil, tout est smooth. Si tu restes loin des autoroutes et des artères principales, c'est enrichi. Le canal, c'est très doux le matin. Chose qu'on a le luxe de faire étant des travailleurs autonomes qui peut aller à l'encontre des vagues de courant de tout le monde. Oui, c'est vrai. Ton endroit favori à photographier à l'extérieur au Québec? Moi, est-ce qu'il y a des belles roches? Où donc? J'ai pas fait partout au Québec, mais j'aime beaucoup Crabtree. Puis, c'est un parc spécifique à Crabtree? Je pense, oui. J'oublie. Wawaron, ça se peut-tu? Il n'y a pas une rivière? La rivière Wawaro? Oui, ça doit être ça. Non, je pense pas que c'est dans le même coin. Oui, il n'y a pas un mont ou quelque chose là-bas que tu t'es allé monter une fois. Non. Bref. À Crabtree, il y a une espèce de rivière qui passe, que je trouve que la roche est magnifique. C'est sûr que c'est pas la seule place, mais où j'ai déjà shoot, j'adore. Sinon, la roche de la Côte-Nord est trop belle, mais j'ai pas... Pourquoi la roche de la Côte-Nord est belle? Parce qu'elle est tellement différente. C'est lisse, c'est rond, c'est super beau. Si je pouvais me téléporter là-bas, on ferait des belles photos de maternité. C'est vrai qu'en étant photographe, on apprécie tellement plus la roche. Enfin, on apprécie beaucoup plus tout ce qu'on observe, je trouve. Les textures. Les textures, mais les roches, comme on parle jamais de roches. Non seulement ça m'a pris longtemps à apprécier les arbres. Ah ouais? Ouais. En même temps, mis à part mes arbres favoris sur le pleureur bambou. Mais c'est rare qu'on est comme, oh wow, quelle belle roche. T'sais. Mais c'est tellement fun justement de réaliser que le vibe de la Côte-Nord, c'est un vibe rocheux. Tellement. Justement. Ton musée préféré au Québec pour t'inspirer? Si le MAC était ouvert et à son plein potentiel, ça serait le MAC 100%. Sinon, celui à Québec, le musée des Beaux-Arts à Québec, si je ne me trompe pas. J'adore. Celui qu'on a été voir l'exposition dans le noir? Ouais. J'en ai vu une couple là-bas, j'aime beaucoup. Parce qu'il est comme moderne. Je suis plus quelqu'un qui est dans l'art contemporain que les vieux que toi. Puis je trouve que le Québec hit une bonne balance entre ça. Puis l'architecture est magnifique. Ouais, le MBAC. Mm-hmm. Ouais. Je me demande s'il appelle le MBAC à Québec. Vu que nous, c'est le MBAM. Je pense que c'est le MBAC. Ouais. Quel endroit as-tu le plus hâte de montrer à notre enfant quand il va avoir 5 ans?
5 ans. J'ai choisi 5 ans parce que c'est un peu plus une conscience, Ouais. une capacité d'observation, d'analyse. Mhm. Il faut que ça soit au Québec? Oui. Une place que j'aime. Toi, inspire-moi. Non, je te laisse répondre. Mais je vais y réfléchir pendant que tu. Mais mon premier réflexe aurait été de dire les baleines. Parce que Ouais. on a enfant de voir les baleines, mais j'imagine Rafi et Samy, mes neveux, qui s'en vont voir les baleines cet été. Mhm. Ils vont capoter, ils vont rien comprendre. C'est vrai. On a vu des enfants quand on est allé l'année passée. Ouais. Puis ils Avec leur capotent. petite caméra en plastique. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ben ça, c'est sûr que ça va être notre enfant. Là. C'est pas vrai, je vais le laisser. Je vais. On va laisser le choix de pas être photographe. C'est ça, laisser n'importe quoi, mais Un jour, on va l'amener, on va l'asseoir dans la table de cuisine. Dans la table de cuisine, on va dire comme, écoute, tes options, c'est. c'est pas parce qu'on est les deux photographes que toi, t'es obligé de devenir photographe. Tu peux suivre tes rêves. Tu peux devenir comptable si tu veux. J'allais dire, tu peux être On comptable. switch le paradigme. Imagine. Oh mon Dieu, mais je dirais une plage, mais comme une plage très, très grandiose. Les dunes de Tadoussac, encore une fois, baleine. Ah, mais ça, c'est tes réponses. Non, mais dans le sens, c'est la dune de Tadoussac où est-ce que t'as tout, tu sais, vraiment à pic, Ouais, là. ouais, ça, je m'en les enfants rappelle. doivent capoter, tu sais, Ouais, faire c'est des sûr. flips en bas. Il va se casser une jambe, là, mais Ouais, elle ça va va se devenir casser un une parc jambe. national, ça. Ah ouais, ça l'est pas déjà? Non. Mais tu vois, ça, c'est très toi. C'est un petit peu moins moi, De, ce genre de... les dunes de Tadoussac? Ouais, ben se rendre à Tadoussac, se rendre dans le climat de ces places-là. Ouais. Je parle de comme un endroit que par ses textures, par l'activité, par l'environnement, que l'enfant va être comme waouh. On sait qu'il va être waouh. Les glissades d'eau à Bromont. Ouais, c'est vrai. Vu de même. Je pense s'il y a un enfant de 5 ans. Le Super Aqua Club. Mais j'aime beaucoup l'Estrie. Je trouve que c'est le fun pour autant parents et enfants. C'est une belle sortie de On va famille. l'amener au vélodrome quand il va avoir 5 ans. Faire des loops. Tu vas l'amener au vélodrome. Quelque chose qui illustre très bien, je trouve, ton intelligence, c'est que avant qu'on se connaisse, tu connaissais tellement peu sur la géopolitique. Tu n'avais aucun intérêt. Facts. Puis étant avec moi, qui m'intéresse quand même, tu sais, à l'actualité, à la géopolitique, à l'histoire, à la sociologie, à l'urbanisme, tu t'es comme ouvert les oreilles, puis tu as décidé de m'écouter, puis tu me demandes de te lire les nouvelles le matin, de synthétiser des choses qui se passent dans l'actualité. Ça, c'est un 2 pour 1, mais j'ai pas besoin de faire l'effort, puis je suis au courant. Ouais, pas besoin de lire les nouvelles. Il n'y a pas besoin de payer pour les services non plus. J'aimerais rajouter que Oli adore l'urbanisme. C'est sa passion cachée. Et il m'en parle depuis notre date à monter le Mont-Royal, que tu me sors des fun facts sur l'urbanisme. Mais c'est la science de créer l'environnement dans lequel on veut Oui. évoluer puis vivre. Oui. Pourquoi le fait que tu t'es ouvert les oreilles puis ouvert le cerveau à justement m'écouter puis que maintenant tu commences à vraiment bien comprendre Gaza, Israël, l'Ukraine, la Russie, les différentes forces qui se combattent, non seulement dans les guerres, mais aussi juste dans la géopolitique internationale. Mm-hmm. Pourquoi tu trouves ça assez intéressant pour m'écouter puis en écouter des vidéos? Tu le vulgarises super bien. Non, pas par rapport à moi, mais par rapport au sujet. Comme qu'est-ce qui t'intéresse dans le sujet? Ben, je peux pas parler de toi parce que tu le rends intéressant pour moi. Tu le vulgarises. Tu me parles pas comme si j'étais conne. Chose que très respectable, que j'ai déjà eu dans le passé avec d'autres personnes qui vont me mansplain quelque chose, puis ça me rend folle. Fait que tu l'expliques super bien, tu le vulgarises super bien. Je pense que c'est parce que ça m'éduque. Je prends un peu l'aspect psychologique de comprendre certains comportements, puis pourquoi on se comporte comme ça. Puis ça me fascine. Ça m'étonne. On en avait déjà parlé, mais justement, moi, la raison pour laquelle je passais de comme géopolitique internationale à sociologie, en termes d'intérêt de lecture, géopolitique internationale, sociologie, un peu d'histoire, psychologie, parce que je trouve que c'est comme tout relié. Je suis d'accord. La psychologie humaine à un niveau individuel va influencer la psychologie au niveau des masses, puis les masses vont influencer les pays, puis les pays vont influencer les tendances géopolitiques. Fait que c'est tellement fascinant à ce niveau-là. Est-ce que tu trouves que... Parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que pour moi, les cours d'histoire, j'ai tout le temps eu de la facilité, puis les cours de géographie, parce que je trouve que c'est la logique. Ouais. C'est comme tel événement mène à tel événement, fait que ça va faire ça. Pas que l'histoire est prévisible, mais une certaine logique dans la manière d'agir, puis de... Ouais. J'ai toujours adoré les cours d'histoire.
J'étais forte. Au secondaire? Oui, j'étais très forte. Est-ce que tu trouves que c'est de la logique, l'histoire puis la géopolitique? Comme, il y a une suite d'événements logiques? Moi, non, parce que j'étudiais quand même fort, mais je sais que je comprends les gens qui le voient comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont tellement de facilité avec ça. Puis les cours de monde contemporain aussi. Tes cours d'histoire, parce qu'on était-tu dans la même réforme au secondaire? En fait, tes cours d'histoire, c'était sur quoi? Je pense que j'ai eu l'histoire du Québec. Ensuite, l'histoire du monde. Non, secondaire 3, Québec. Secondaire 4, Québec. Secondaire 5, monde. Mais c'est parce que j'ai pris le profil histoire et économie. OK. C'est quoi la période de l'histoire qui te fascine le plus? Avant, c'était la Deuxième Guerre mondiale, mais maintenant, c'est maintenant. Ah ouais. Oui, c'est plus relevant, là. Je pense que l'être humain est attiré par le drame, puis il y avait beaucoup de drames. Puis c'était une époque où on a fait beaucoup d'histoire, puis beaucoup d'avancement, beaucoup de recul, un peu de tout. Mais là, c'est maintenant. Je trouve Les 5 dernières années, c'est comme notre Deuxième Guerre mondiale dans le sens où, tu sais, COVID, Gaza, Israël, Ukraine, guerre froide, tout ça, c'est sûr que c'est très condensé. Les issues de monde contemporain. Ouais. J'aurais jamais pensé parler de géopolitique devant un micro ever de ma vie. Là, t'es bonne. Comme t'es capable de comprendre justement les tendances, puis ça veut dire ça, ça veut dire ça veut dire que si tel pays fait ça, c'est parce qu'il se positionne comme ça, fait que c'est vraiment impressionnant. Ouais. Bravo. Je pense que c'est important à avoir une petite base, puis une chance que t'es là pour me la donner, parce que je la ferai pas moi-même. Mathilde, ça fait 1h30? Impossible, on a réussi. Est-ce que t'es soulagée? J'ai très hâte d'étirer mes jambes. Mais ouais, my God, ça a passé vite. Je pensais que ça serait plus tough. Ouais? Ouais, je pensais que tu allais me roast on the spot, comme notre première date. Tu dis que je pourrais prendre Alex Cooper plus de juiciness, mais moi, j'aime ça d'aller pas trop juicy, tu sais. Je comprends. Je peux comprendre l'intérêt, mais je préfère soutirer des pensées intelligentes. Je dis pas que dans le juiciness, t'as pas d'intelligence. Ouais. Non, des belles conversations. Ouais. Ouais. Parce que je tiens à dire qu'avant l'enregistrement, tu savais pas comment on allait parler 1h30. C'est vrai. Fait que voilà, on a réussi. Est-ce que tu veux aller manger une pizza sur le bord du canal avec moi ce soir? Ouais. It's a date. Avec Cook. On va avoir un third wheel. C'est correct, on l'aime. Ouais. Merci d'être venu. Puis Espace Cléo. En fait, quand le podcast va sortir, je sais plus ce qui va se passer avec Espace Cléo, mais mettons Espace Cléo, Mathilde Langevin sur Instagram. Ouais. Je shoot design intérieur, produits cosmétiques, produits tout court. Ouais. Des couvertes, des draps, des sofas, des lampes, des fleurs, des name it. Ouais, je suis ouverte à la créativité. Ouais. Ne demandez pas à Mathilde des portraits LinkedIn. Non, s'il vous plaît. Mais je vous aime pareil, j'aime les humains pareil. Merci Mathilde. On se voit à la maison.